Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 4 septembre. Un nouveau départ, une nouvelle ère. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune donne le ton en présidant à Alger l'ouverture de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. L'agression génocidaire contre la bande de Gaza se poursuit pour le 699e jour consécutif. L'entité sioniste fait depuis ce matin plus de 62 morts, dont 35 rien que dans la ville de Gaza au moment où le film The Voice of Hind Rajab est ovationné à la Mostra de Venise. Le Premier ministre portugais Luís Montenegro s'adresse à la nation après le tragique accident de funiculaire ayant fait 16 morts et une vingtaine de blessés à Lisbonne. Bonsoir à tous et avant de développer ces titres, nous venons d'apprendre que le président algérien Abdelmadjid Tebboune est arrivé ce jeudi au Palais des Expositions, donc dans l'après-midi des Pins Maritimes à Alger, et ce pour inaugurer la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine, l'IATF 2025, qui se tient sous le slogan « Passerelle vers de nouvelles opportunités ». Les principaux acteurs du commerce africain sont réunis à Alger jusqu'au 10 septembre. La capitale algérienne abrite depuis ce matin au Centre international des conférences Abdelatif Rahal à Alger la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. Présidant l'ouverture de cet événement, considéré comme l'un des rendez-vous économiques les plus importants d'Afrique, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a exhorté les pays africains à fédérer leurs efforts pour permettre au continent de contribuer à la décision économique internationale et de sortir de la marginalisation, les invitant à faire de cette 4e édition de l'IATF un nouveau départ. بأيدي بعضنا البعض ونسير فيه بخطى ثابتة نحو إفريقيا قوية متضامنة مزدهرة إفريقيا تصنع غذاءها بذاتها وتستثمر ثرواتها لصالح بناتها وأبنائها وتنتزع مكانتها عن جدارة واستحقاق في عالم اليوم وعالم الغد على حد سواء. نحن نناضل من أجل تنمية إفريقية حقيقية. إفريقيا ليست حقل تجارب أسلحة أجنبية. Dans son discours d'ouverture, le président algérien a notamment mis en avant le soutien de l'Algérie au développement de l'Afrique. Il a dans ce contexte appelé, ou rappelé plutôt, l'effacement des dettes de 14 pays africains par l'Algérie. أننا نناضل في صمت من أجل إفريقيا مثل ما قامت الجزائر في وقت فات مش بعيد جدا بمحو المديونية ل 14 دولة في صمت
محو مديونية كانت تقدر بمليار و500 مليون دولار. إذن كل هذا بكل تواضع وبدون من يبرز الجزائر الإفريقية. نحن متيقنون أن مستقبلنا أولا وقبل كل شيء في إفريقيا. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a également mis en avant les efforts de l'Algérie pour pallier les insuffisances et contribuer à relever le défi au profit des générations actuelles et futures à travers plusieurs méga-projets structurants qui profitent au continent. إن مساهمة الجزائر في هذا المسعى تتمثل في أوجه عديدة، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر. أولاً المشاريع الهيكلية الكبرى ذات البعد القاري التي شرعت فيها الجزائر على غرار الطريق العابر للصحراء الذي سيربط بين الجزائر وأغلب الدول الشقيقة في منطقة الساحل الصحراوي، ومشروع أنبوب الغاز الجزائري جزائر نيجيريا الذي سيؤمن الطاقة والتنمية لدول عدة، وكذا مشروع الألياف البصرية الذي سيحقق السيادة الرقمية ويعزز الابتكار لفائدة دول المنطقة. وهذه المشاريع كلها قائمة حاليا. ثانيا تعزيز وسائل التواصل مع الدول الإفريقية الشقيقة، لا سيما عبر تدشين مشروع خط السكة الحديدية الذي سيصل إلى أعتاب الدول الشقيقة جنوبا، وهو خط السكة الحديدية الذي سيمر على أضرار وصولا إلى مالي، وخط السكة الحديدية الذي سيصل إلى النيجر مرورا بتمرست. Réaffirmant la dimension solidaire prônée par l'Algérie à l'égard des autres pays du continent, le président algérien a souligné que l'Algérie octroyait annuellement pas moins de 8000 bourses d'études aux frères africains. على صعيد تثمين الطاقات البشرية حاليا إلى هذا الدخول الجامعي، الجزائر توفر سنويا لإفريقيا 8000 منحة دراسية لأشقائنا الشباب الإفريقي للالتحاق بمقاعد ومعاهد وأقطاب التميز في ميادين الرياضيات والروبوتيك وتقنيات النانو والذكاء الاصطناعي، فضلا عن 101 جامعة ومركز جامعي بالجزائر. تفخر الجزائر بأن ساهمت منذ استقلالها في تكوين ما لا يقل عن 65,000 إطار إفريقي. La cérémonie d'ouverture de la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine a aussi été marquée par l'intervention de l'ancien président nigérian, président du conseil consultatif de l'UATF, Olusegun Obasanjo. Ce dernier a notamment salué les efforts de l'Algérie pour faire de l'édition 2025 la plus réussie depuis le lancement de cet événement. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude au président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, pour sa généreuse coopération avec les instances organisatrices Afriksimbank, la Commission de l'Union africaine et le secrétariat de l'ASLECAF, en vue d'assurer la réussite de cette 4e édition. Monsieur le Président, nous saluons votre gouvernance et votre vision dans l'impulsion du processus de développement économique au sein du continent, dans divers secteurs comme l'énergie, la santé, l'industrie, l'agriculture, la technologie et l'innovation.
La cérémonie d'ouverture de la 4e édition de l'IATF a été marquée également par la tenue d'une séance débat présidentielle sur la zone de libre-échange continentale africaine. Cette séance interactive, présidée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, a porté essentiellement sur les voies de dynamisation du processus d'intégration continentale et les moyens de faire de l'Afrique une puissance économique à travers la concrétisation de la ZLECAf. Outre le président algérien ont pris part au débat le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El Menfi, le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le président tunisien, Kais Saïed, le président mozambicain, Daniel Chapo, et le président tchadien, Mohamed Edriss Déby. Et lors de cette séance débat présidentielle sur la ZLECAf, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a cité quelques projets que réalise son pays dans le but de réduire les coûts logistiques. Il y a 3 grands projets en cours, l'autoroute entre Nouakchott et Boutilimit, qui va ouvrir un passage stratégique vers le Mali via le port avec Bouzmane. Et l'autoroute entre Nouakchott et Rosso, qui va relier le pont de Rosso et favoriser les échanges avec les membres de la CEDEAO. Et la route Tindouf-Zouerat, qui représente une connexion terrestre très importante avec l'Algérie et favorise le passage vers le désert. Notre but dans ce contexte est la réduction des coûts logistiques qui avoisinent actuellement environ 25% des taux d'importation pour se rapprocher de la moyenne africaine qui est de 10%. Et à noter que la ville nigériane de Lagos abritera la 5e édition de la foire commerciale intra-africaine en 2027. Le pays hôte de la 5e édition de l'IATF a été dévoilé ce jeudi au Centre international des conférences d'Alger à travers une vidéo diffusée en présence des chefs d'État et des chefs de délégation participants, des invités de l'Algérie, ainsi que de hauts responsables de l'État et de gouvernement et de membres du gouvernement. Et cette première journée de la 4e édition de l'IATF a été riche en débats. Toutes les interventions se rejoignent sur l'émergence d'une Afrique indépendante et prospère. Direction justement le CICF, le Centre international des conférences, Abdelatif Rahal à Alger, pour retrouver notre journaliste sur place, Safwan Ben Sabri. Bonsoir. Bonsoir Abdelkader. Alors Safwan Ben Sabri, que retenir de cette journée d'ouverture de l'IATF annoncée par ses propres organisateurs comme étant déjà une réussite? Alors comme vous pouvez le voir, nous nous trouvons actuellement au sein du Centre international des conférences Abdelatif Rahal. Contrairement aux apparences, ce hall était plein à craquer durant la journée avec des participants venus des 4 coins de l'Afrique, des participants du secteur privé ou encore public, et notamment des intervenants et des participants de premier rang, notamment le président Abdelmadjid Tebboune, ainsi que plusieurs de ses homologues. Alors, ce qu'il faut retenir de ce forum, de cet événement de première importance africaine, c'est une double dimension, une dimension économique. On parle de chiffres, de factuels, avec 40 milliards de dollars de contrats signés dans plusieurs domaines, notamment l'énergie, le transport maritime et ferroviaire, mais aussi l'agriculture. Et une deuxième dimension qui n'est pas sans aller avec la dimension économique, la dimension politique. On a parlé aujourd'hui de souveraineté économique et politique. Il s'agit de recouvrer une souveraineté pour l'Afrique, ainsi qu'une place au sein du concert des nations, une place qu'elle mérite sur la scène internationale. Tels ont été les mots du président algérien Abdelmadjid Tebboune. S'il faut retenir quelque chose de cet événement, ce sont sa dimension économique ainsi que sa dimension politique.
Merci pour tous ces détails, Safwan Ben Sabri. Vous étiez en direct avec nous depuis le Centre international des conférences Abdelatif Rahal d'Alger. Safwan Ben Sabri, ainsi que tous les journalistes d'Al24 News que l'on retrouvera tout au long de cet événement qui se tient, je vous le rappelle, jusqu'au 10 septembre prochain. Et avant de, et je rappelle avant de clore ce dossier, que le président algérien Abdelmadjid Tebboune se trouve actuellement au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger pour inaugurer justement cette 4e édition de la foire du commerce intra-africain. Dans l'actualité également, je vous le disais en titre, l'agression génocidaire contre la bande de Gaza se poursuit pour le 699e jour consécutif. L'entité sioniste a poursuivi ses bombardements sur plusieurs régions, faisant depuis ce matin au moins 62 martyrs, dont 35 rien que dans la ville de Gaza et 7 qui attendaient de recevoir des aides humanitaires au centre et au sud de l'enclave palestinienne. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 84 martyrs et 338 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi à 64 231 martyrs et 160 588 blessés. Et les autorités sanitaires palestiniennes ont fait état ce jeudi de la mort en martyr de 3 Palestiniens à cause de la famine et de la malnutrition dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre total de Palestiniens tombés en martyr à cause de la famine et de la malnutrition à 370, dont 131 enfants. Les bombardements s'intensifient donc dans et autour de la ville de Gaza, que l'entité sioniste envisage d'envahir. Parmi les victimes de ces bombardements figure une femme qui était sur le point d'accoucher. La femme se préparait à accoucher. Voici ses affaires, les vêtements de son bébé. Quelle est sa faute? C'est une tente populaire. Quelle est leur faute? Faites-moi comprendre, quelle est leur faute? Est-ce une guerre contre le Hamas ou une guerre contre le peuple palestinien? Bon nombre de ces victimes ont été transférées à l'hôpital Al-Shifa de Gaza, où leurs proches se sont rassemblés pour leur faire leurs derniers adieux. C'est ma fille. Au lieu de préparer son accouchement, je prépare son linceul. Je lui apporte le linceul et je le prépare pour elle, au lieu de me préparer à accueillir son fils. Les gens dormaient, les enfants et les femmes, ils dormaient comme tout le monde. On a vu une roquette tomber sur eux. Ils veulent exterminer le peuple palestinien. Ils veulent nous exterminer et nous déraciner. Nous ne mourrons pas. Et si tout Gaza est détruit, 6 millions de Palestiniens à l'étranger reviendront. Et s'ils veulent nous expulser d'ici, nous ne partirons pas. Ils peuvent nous bombarder d'une bombe nucléaire pour en finir. Mais si nous quittons ce pays, nous ne partirons pas. S'ils pensent que nous allons quitter notre terre avec une chance sur 1 milliard, nous ne le ferons pas. Mourir est plus honorable que quitter notre terre et notre pays. Et l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, a affirmé ce jeudi que les familles palestiniennes de la bande de Gaza étaient privées des biens essentiels, renouvelant son appel à la levée du blocus sioniste total imposé par l'occupation depuis plusieurs mois. Alors qu'il embarquait pour la Tunisie afin de rejoindre la flottille Somoud visant à acheminer des aides humanitaires à Gaza et briser le blocus, le petit-fils de Nelson Mandela a affirmé que la vie des Palestiniens sous occupation de l'entité sioniste était pire que tout ce que les Sud-Africains noirs avaient connu durant la période de l'apartheid.
Nous pensons que la communauté internationale doit continuer à soutenir les Palestiniens, tout comme elle s'est tenue à nos côtés. Vous savez sans doute que la communauté internationale a mené une campagne anti-apartheid, non seulement en Europe et en Amérique, mais dans le monde entier. Elle a isolé l'Afrique du Sud de l'apartheid et a finalement réussi à l'effondrer. Nous pensons que le moment est venu d'agir pour les Palestiniens. Et la solidarité se manifeste également à travers l'art. La Mostra de Venise a ovationné hier The Voice of Hind Rajab, drame réalisé par Kauthar Benhania, une fiction inspirée de faits réels sur une fillette palestinienne de 5 ans assassinée à Gaza en janvier 2024 par l'antiterroriste. La projection officielle a été suivie d'une ovation de 23 minutes. Des spectateurs ont brandi des drapeaux palestiniens et des slogans ont retenti dans la salle du Palais des Festivals. L'équipe du film, composée d'acteurs palestiniens, a terminé en larmes. Dans l'actualité aussi, au Soudan, le secteur des médias a été lourdement touché par le conflit entre l'armée et les forces de soutien rapide. De nombreux locaux ont été saccagés, obligeant les journaux et les chaînes de télévision à arrêter leur activité. Shamael Nour fait partie des journalistes contraints de fuir les combats. 2 ans plus tard, elle est revenue à Khartoum et le constat est amer. Souhila Kilal. Avec des lunettes de soleil noir sur le visage pour cacher l'émotion qui l'envahit, Nour, une journaliste soudanaise, revient pour la première fois sur les lieux de ce qui était avant avril 2023 le Conseil national de la presse et des publications. Un siège abandonné et complètement dévasté, une imprimerie paralysée et des salles de rédaction saccagées par 2 ans de violence. Depuis le premier coup de feu, tous les journaux imprimés ont cessé de paraître car ces institutions sont toutes situées au centre de Khartoum, théâtre des opérations militaires dès les premières heures de la guerre. Certains journaux ont essayé de publier au format PDF, mais ils n'ont pas pu persister car la situation est liée au salaire et surtout à l'arrêt des publicités. Journaliste indépendante, Nour a fui Omdurman 1 mois après le début des violences pour se diriger vers Sennar, ville du sud du Nil, où se sont réfugiés quelques 14 millions de Soudanais. Le retour chez elle fut douloureux. Inhabitable, sa maison garde encore les stigmates de la dévastation. C'est dans cette maison que j'ai été témoin de la première balle en 2023. Je l'ai quittée 1 mois après le début de la guerre dans l'espoir de revenir, mais le retour a été douloureux. Nous avons perdu toute notre vie sociale. Sur le chemin, Nour fait un crochet par un restaurant d'où elle avait l'habitude de travailler. Là aussi, la dévastation est visible partout. Ce restaurant était comme mon bureau. Depuis 2020, je travaille comme journaliste indépendante. J'avais l'habitude de venir ici. Une amitié s'est nouée entre nous et le personnel du restaurant. Le conflit armé au Soudan a été fatal pour le secteur des médias. Selon le syndicat des journalistes soudanais, 27 journaux ont cessé leur activité, ainsi que 32 stations radio et 8 stations de télévision. Et environ 1000 journalistes ont perdu leur emploi et 31 autres ont été tués. Je vous en parlais en titre, le Premier ministre portugais Luís Montenegro, accompagné du maire de Lisbonne, Carlos Moedas, s'est adressé à la nation après un tragique accident de funiculaire qui a fait 16 morts et une vingtaine de blessés. Hier soir à Lisbonne, Luís Montenegro a demandé non seulement une enquête interne, mais aussi externe et indépendante portant sur la société publique Caris qui gère les tramways et funiculaires de Lisbonne. Les drapeaux de l'Union européenne et du Portugal ont été mis en berne à Bruxelles. Hier, le Portugal a été frappé par un terrible accident, le déraillement du funiculaire de Gloria en plein cœur de Lisbonne. C'est l'une des plus grandes tragédies humaines de notre histoire récente. Peuple portugais, la priorité immédiate étant de secourir les victimes. Les autorités compétentes mèneront rapidement les enquêtes nécessaires pour déterminer la cause de ce tragique accident, y compris la police judiciaire impliquée dès le début et le bureau de prévention et d'enquête sur les accidents d'avion et les accidents aériens et ferroviaires.
Je voulais également vous informer que l'Institut de l'enregistrement et du notariat mettra à disposition une équipe à Lisbonne pour accélérer les déclarations de décès et garantir un service prioritaire. Dans le conflit russo-ukrainien, les alliés de Kiev veulent acter qu'ils sont prêts à fournir des garanties de sécurité réclamées par l'Ukraine avant tout accord de paix ou de cessez-le-feu réuni à Paris et d'autres par visioconférence. Les membres de la coalition des volontaires ont indiqué que 26 pays s'étaient engagés à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs en cas de cessez-le-feu. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.